Je vais peut-être un peu débuter par rapport aux présentations avant, parce que alors, moi, je suis directeur général de Théopharm. Je suis pas un lycéen, je suis pas un ingénieur non plus. Je suis un agriculteur au départ. Je suis de formation commerciale. Mais je vais vous présenter un peu comment ce que chez Théopharm, on a abordé le sujet de l'impact, le sujet de la lutte contre le changement climatique à travers l'agriculture, grâce à la robotique. Qui est assez disruptif parce que, contrairement à ce qu'on pense, l'agriculture est une industrie qui est assez peu robotisée. Elle est très automatisée, mais la robotique arrive en agriculture en ce moment. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça la troisième révolution agricole. C'est la robotique qui va arriver dans l'agriculture. C'est très long. La quatrième, ça dépend comment on dit. Mais voilà. Et donc, la robotique en agriculture commence à prendre un enjeu très central parce que ça devient assez unanime. C'est une très bonne réponse à tous les grands enjeux environnementaux et de résilience de l'agriculture de manière générale, notamment sur l'utilisation des phytosanitaires. Qui sont quand même une très grosse problématique de nos modes de production agricole aujourd'hui, hein, en France, en Europe et dans le monde entier. Et donc aujourd'hui, la robotique, qui est donc une solution à globalement de la main-d'œuvre et de la production extensive, en tout cas de céréales et de légumes. Et donc voilà, il y a de plus en plus d'innovation et d'énergie qui sont en train de se mettre là-dessus, et donc on en fait partie. Donc voilà. En petite introduction, je fais juste un petit rappel sur les limites planétaires. Je pense que certains les connaissent, mais globalement, voilà, il y a pas mal de grands thèmes, hein, donc acidification des océans, perturbation des cycles biogéniques, l'eau douce, enfin l'eau de manière générale, changement de l'usage des sols, extrêmement central, l'intégralité de la biosphère, le changement climatique, c'est surtout celui dont on parle, parce qu'il est facile à comprendre, il est extrêmement universel, mais en fait, c'est pas du tout plus grave. Introduction d'entités nouvelles dans l'atmosphère. Voilà. Et ensuite, on a deux autres limites qui ne sont pas encore dépassées, enfin trois autres, pardon. Acidification des océans, augmentation des ressources de l'atmosphère. Je ne sais pas si pour les anciens ici, ça a été le gros sujet des années 80, voilà, les études dans le gros, etc., qui ont été entre guillemets un peu révolu. Ce qui est assez source d'espoir d'ailleurs. Tout le monde se rend compte qu'on a un problème, on a quand même à résoudre. Et l'appauvrissement de l'ozone dans la atmosphère. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, les deux gros piliers en fait, du dépassement des limites, c'est l'utilisation des énergies fossiles et l'agriculture. Donc, en fait, si on adresse ces deux grands sujets-là, eh ben, on a une façon assez ligne et pragmatique de limiter ce dépassement des limites. En fait, comme vous voyez là, tout ce qui est bariolé en noir, c'est l'utilisation des fossiles, qui va générer cette occupation. Tout ce qui est en petit pointillé, c'est l'impact de l'agriculture telle qu'on l'utilise aujourd'hui, qu'elle est déployée. Donc en fait, on se rend compte que l'agriculture a un impact démesuré, beaucoup plus que celle des énergies fossiles. Et donc finalement, c'est un sujet sur lequel on peut s'attaquer de manière plus facile que l'utilisation des énergies fossiles, hein, parce que cette énergie fossile, on est encore extrêmement dopé à tous les niveaux de l'économie, de production de tous les pays du monde. Il y a une très grosse divergence entre les pays émergents et les autres. Donc, alors que l'agriculture, il y a une façon très innovante, grâce à l'innovation, grâce à l'agronomie et grâce à la robotique, de résoudre cet impact. Donc, c'est un sujet un peu plus facile. Oui. J'arrive pas à lire les déplacements d'un frontière, ça crée. Ouais, en fait, les frontières, c'est les limites, ce qu'on appelle les limites planétaires. Ouais, mais je vois, il y a des parties qui sont ni l'agriculture ni les fossiles dans les. En fait, si tu vois là, tu as la partie de l'impact de l'agriculture sur le dépassement des frontières. Ouais. Il y a des trucs, c'est quoi les deux facteurs alors que l'agriculture et les fossiles alors? Bien sûr, oui, ça c'est, je me suis concentré sur l'impact de l'agriculture et des fossiles sur le dépassement de ces limites. Si on revient avant, hein, il y en a énormément. Hein, perturbation des cycles biochimiques, voilà, tous ces sujets-là, il n'y a pas tellement d'impact de l'agriculture ou très peu. Voilà, donc toutes ces limites, l'agriculture ne participe pas non plus au dépassement de toutes ces limites-là. L'idée, c'était plutôt de dire que l'agriculture a quand même une forte part à jouer, et donc traiter ce sujet-là, ça permet aussi de traiter cette problématique du dépassement des limites.
Donc l'agriculture devient hyper stratégique, à la fois dans sa transition et à la fois dans les innovations qu'il peut y apporter pour pouvoir vivre là-dessus. Et alors, si on se concentre sur l'agriculture, pourquoi est-ce que il y a l'agriculture face à d'énormes défis? C'est que si je raisonne en France, hein, mais pareil pour le monde entier, voilà, c'est un domaine qui est extrêmement subventionné, qui est très important dans les balances commerciales, mais à l'inverse, on perd 10 000 fermes par an, okay, et il y a 50% des fruits et légumes bio qui sont importés. On va avoir plus de 50% des agriculteurs qui vont disparaître d'ici 10 ans, qui ne vont pas être placés. Et donc, la conséquence directe de ce problème-là, c'est qu'on va avoir un agrandissement des exploitations. Et donc, voilà, le fait est assez clair, c'est que plus les exploitations s'agrandissent, plus leur impact est fort. Parce que plus la transition est compliquée, moins elle est rentable pour l'agriculteur, moins elle est cohérente. Et donc, ça freine énormément la transition de l'agriculture de manière générale. Voilà, on a un enjeu évidemment social, 50% d'agriculteurs par après, j'ai déjà dit, un agriculteur sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté, un suicide d'agriculteurs par jour, une très grande solitude, l'agriculteur bosse seul, parce que c'est intrinsèquement, voilà, il a peu d'employés et il travaille 60-70 heures par semaine. Voilà, c'est une problématique de l'industrie en tant que telle, hein, qui n'est pas résiliente, même dans la façon dont elle est déployée. Et c'est un métier qui est physiquement difficile. Voilà, éprouvant, beaucoup de travail la nuit, très peu de vacances, c'est pas un travail de bureau. Et évidemment, il y a énormément de défis environnementaux, j'en ai un peu parlé, mais une utilisation très importante des produits chimiques et de synthèse. On parle beaucoup des phytos, des produits phytos, mais on parle beaucoup moins des engrais, qui sont à la fois très mauvais pour la biodiversité et très mauvais pour l'environnement, qui dégagent énormément de CO2 dans les produits. Voilà, des disparitions alors de niches écologiques pour les animaux, mais surtout de la biodiversité de manière générale. Hein. Quand on fait de la monoculture, quand on simplifie la nature pour pouvoir mieux la cultiver, et ben, mécaniquement, on détruit énormément la biodiversité et sa pluralité. On a un très grand enjeu de sol, voilà, les sols qui se dégradent, qui sont dégradés aujourd'hui, qui continuent de se dégrader avec un impact démesuré, parce que 80 à 90% de la biodiversité se trouve dans les sols. Voilà, l'agriculture est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Un très gros problématique de pollution des cours d'eau, nappes phréatiques et cours d'eau, ce qui rend de plus en plus compliqué l'accès à l'eau potable, hein, au niveau mondial, mais même au niveau de France. On travaille beaucoup, par exemple, sur la région de la Vienne à Poitiers, où le grand bassin de captage de Poitiers n'arrive quasiment plus à dépolluer son eau pour pouvoir donner de l'eau potable à l'agglomération. Donc, même en France, on est sur le on ne s'en rend pas vraiment compte. Voilà, problématique de souffrance animale sur la partie élevage, une très très grande dépendance aux énergies fossiles, sujet qu'on va aborder aujourd'hui, notamment à travers les engrais. Aujourd'hui, l'agriculture qu'on déploie aujourd'hui, c'est une agriculture qui se base sur l'apport d'engrais de synthèse et non sur la fertilité des sols. Les sols sont considérés comme des supports auxquels on va intégrer des produits chimiques et de synthèse, et provoque un appauvrissement des sols profonds, et donc une utilisation croissante de ces mêmes produits. On est dans un cercle vertueux sur lequel on va avoir le mal à bon, voilà, et donc ça j'en ai déjà parlé, mais bon, les gros problèmes, à l'inverse, c'est que l'agriculture subit les dérèglements qu'elle participe à provoquer, hein, de plus en plus de sécheresse, de plus en plus de moments extrêmes, en fait, de manière générale, ce qui est l'ennemi numéro un de l'agriculture, hein, dans les événements extrêmes, énormément de difficultés comme cette année, énormément de sécheresse comme l'année dernière, voilà, et tout porte à croire que ça va devenir un petit peu la norme, avec une tendance sur nos pays tempérés vers des climats à deux saisons, hein, saison sèche et saison humide, ce qui va remettre en cause complètement l'alimentation de produits, dérégler complètement les écosystèmes et notre manière de production de calories alimentaires mondiales. Et à l'inverse, eh ben, on va avoir une agriculture qui a énormément de pression. Alors, parce qu'on leur met beaucoup de pression on met beaucoup de pression à l'agriculture pour transiter. C'est un enjeu politique gigantesque. On ne peut pas le faire également produire. On sait toujours que s'il y a des événements, voilà, on va avoir une très grosse problématique pour nourrir les gens, mais c'est surtout un sujet géopolitique. Hein, que, en France, en tout cas dans les pays européens, on exporte du lait et du pétrole, et c'est aussi puissant. Voilà, il y a une pression sur les forêts, hein, parce que c'est très compliqué de protéger les écosystèmes sur le modèle agricole aujourd'hui, et donc il faut faire plus de forêts, c'est une pression sur les terres agricoles.
On a une population croissante qui fait plus, voilà, et on met une pression sur les phytosanitaires et l'utilisation des engrais chimiques, mais sans apporter vraiment de solution et une temporalité qui soit convenable. C'est-à-dire que nos producteurs, les agriculteurs, se retrouvent à ne plus pouvoir produire correctement parce que les produits qui sont aussi pour la santé et l'environnement sont interdits, c'est une autre chose, mais aujourd'hui, tout leur modèle de production base là-dessus. Voilà. Donc il y a vraiment un paradoxe assez gigantesque sur ce sujet et qui finalement, avec un enjeu de vouloir provoquer la transition, finalement la freine. Parce une industrie qui n'est pas équipée avec les bonnes innovations ne peut pas transiter correctement, elle ne peut pas ne peut pas évoluer et ne peut pas se rendre plus résilient. Voilà. Et donc, du coup, nous, on s'est attaqué ce sujet à travers la robotique parce qu'on est persuadé que c'est une solution fiable, résiliente. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a énormément de cerveaux dans la robotique de manière générale, mais il n'y en a pas encore assez sur l'agriculture. Donc, c'est un peu filé aux têtes de pont sur notre partie maraîchage, je vais vous expliquer ce qu'on fait, parce qu'en fait, il y a énormément de challenges, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Et aujourd'hui, la robotique, c'est géré par les anciens producteurs de tracteurs, hein, c'est eux qui investissent en robotique agricole aujourd'hui. Et donc, ils ont une approche voilà, de créer des nouvelles machines pour recréer de business, hein, mais pas forcément avoir la transition au cœur de leur démarche. Alors que finalement, c'est la seule manière selon nous de pouvoir avoir. Et donc, quelle approche on a fait? C'est-à-dire, on s'est attaqué au maraîchage. Pourquoi le maraîchage? Parce que c'est un secteur qui n'a pas du tout été industrialisé, beaucoup moins industrialisé que les grandes cultures ou les céréales. C'est une industrie de localité, hein, c'est des produits frais qui ne se conservent pas beaucoup, qui se transportent peu. Un blé qui peut se transporter pendant un an, vraiment de commodité. Le légume n'est pas une commodité, et essentiellement consommé en local. Voilà, maintenant, on arrive à les tomates, c'est moins, mais voilà. Et un tissu de production qui est très dispersé, pas du tout consolidé. Et sur lesquels les méthodes d'agroécologie sont très connues. On est parti d'études de l'INRAE, qui fait en 2012, qui ont un peu théorisé l'agroécologie en maraîchage, et qui est extrêmement efficace. Globalement, pour une zone, c'est on augmente démesurément les rendements, et 4x5 sur les rendements en mètre carré par rapport à l'agriculture traditionnelle. Aucun tassement du sol, pas de travail du sol en profondeur, association de culture, contrôle biologique des pressions des ravageurs, zone de biodiversité, voilà. Ça, c'est les piliers de l'agroécologie. Globalement, c'est ce qu'on appelle la permaculture, hein, c'est le potager. Et aujourd'hui, le potager, bah, ça reste un potager. Et pourquoi? Parce que il faut une main-d'œuvre délirante, il faut une main-d'œuvre extrêmement qualifiée, extrêmement précise. C'est ça les gros verrous de ce mode de production. Et en plus de ça demande une complexité dans la gestion, dans le déploiement de ce modèle-là, qui rend les choses assez compliquées. Et donc, notre approche était de mécaniser le non mécanisable initial. La permaculture, par essence, c'est le non mécanisable. Tout est à la main. Il y a des outils manuels, voilà, ce qui interdit finalement l'agroécologie, le maraîchage bio-intensif, la permaculture, la technologie, comme vous voulez, à passer à l'échelle. C'est ce passage à l'échelle qui permet d'avoir un modèle de production résilient qui nourrit vraiment les grandes populations. Aujourd'hui, les modèles agronomiques qu'on applique sont sur des petites fermes et bénéficient aux gens autour avec de la vente directe. Ça ne bénéficie pas aux villes, là où se concentre 70% de la population mondiale. Et donc, c'était ça notre approche grâce à la robotique et au software de mécaniser le mécanisable. Donc, des outils très petits, voilà, très précis, qui peuvent s'adapter à plein de situations, qui peuvent gérer plusieurs types de cultures, totalement à l'inverse de la mécanisation et de la robotisation agricole aujourd'hui, qui est plutôt à dire on fait de la monoculture en très grand. Toute la robotique agricole aujourd'hui, elle marche très bien en Australie, aux États-Unis, où c'est des fermes de 20 000 hectares et ils font que de la salade. Alors ça, la robot marche très bien. Mais en revanche, adapter un robot, utiliser la robotique pour justement faire de la diversité et de la pluralité, ça n'a pas encore été abordé. Il faut aussi un robot qui laisse qui ne surveille pas la biologie des sols, la biologie l'équilibre des écosystèmes. Et donc, un robot qui ne va pas tasser le sol. C'est très compliqué. Hein. Un robot, par définition, c'est lourd, comme toute machine. Donc, des fois, vous tassez le sol et vous détruisez finalement une partie des bienfaits que vous essayez de préserver. Et enfin, réduire la charge physique et mentale, parce que c'est ça le dernier verrou, finalement, ce passage à l'échelle des modèles de production, c'est qu'il faut énormément de gens pour un travail très pénible, avec des complexités très fortes de gestion.
Donc, c'est les trois trucs que plus personne ne veut faire quand tu travailles. Et donc, ça me semblait aussi très cohérent de faire reposer ces charges-là sur une innovation robotique qui est finalement, il faut savoir, qui ne se fatigue pas et qui a des potentiels de gestion de complexité assez limités. Donc, juste en introduction, le robot ne fonctionne pas tout seul, hein, il est structuré autour d'une application qui va gérer cette complexité de gestion des cultures. Ça, c'est une gestion logicielle assez classique. Mais c'est cette application qui va pouvoir permettre d'intégrer des tâches robotiques dans ce qu'on appelle les itinéraires techniques, donc tout le circuit de toutes les tâches qu'on a à faire finalement, entre le moment où on prépare le sol et le moment où on récolte son ratif. Voilà, et donc notre robot s'associe à cette app. Et globalement, c'est quoi notre robot? C'est une espèce de grosse imprimante 3D ou Sensei, okay, qui va avoir plein d'atouts et qui va apporter beaucoup de choses sur le modèle d'exploitation. On l'intègre dans la serre, sur le toit de la serre, parce que dans une serre, la particularité, c'est que vous avez des poteaux partout. Et donc, ça permet de se fixer directement sur ces poteaux et de pouvoir avoir un robot portique globalement qui va aller se déplacer. Il va être un robot portique porte-outil qui va pouvoir faire des tâches de manière assez précise à des endroits qu'on veut dans la serre pour pouvoir accompagner les cultures et se charger de toutes les tâches qui vont demander soit une très grande précision, soit une très grande répétition, soit une très grande quantité. Alors, en intro, je vais vous montrer une petite vidéo. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Je vais commencer à voir ce que ça va dire. J'en ai plusieurs des vidéos, hein. On va les faire au fur et à mesure, mais voilà, globalement, voilà, vous voyez, c'est un robot quantique avec un porte-outil qui est peut-être télescopique qui va venir s'équiper de différents outils qui sont posés sur un rack. La grande particularité, c'était que ce robot doit pouvoir s'équiper tout seul. Hein, il faut qu'il soit le plus autonome possible. Je vais reparler de ça parce que ça fait partie des gros challenges qu'on a affrontés. Mais voilà, c'est un robot qui va fonctionner un peu comme un tracteur et qui va venir s'équiper, qui va avancer ou reculer en appliquant une pression plus ou moins forte sur le sol. Et ensuite, c'est les outils sur lesquels il va s'équiper qui vont venir faire le travail. Voilà, je vais arrêter là parce que je vais m'amuser, parce qu'on voit d'autres vidéos juste après. Donc, ça, l'interface, j'en ai assez parlé, mais globalement, on mixe. Le robot est considéré comme un maraîcher. Donc, dans l'interface qui va organiser le travail, organiser la gestion de la management des cultures, on va aussi avoir des tâches robotiques pour le robot. Et donc, le robot va être intégré dans notre application exactement comme un travailleur de derrière. On a 3 maraîchers sur chacun, plus un robot, donc c'est une équipe de 4. C'est comme ça qu'on imagine. Alors, pour un peu revenir sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, les contraintes de la robotique sous serre, il y en a plein. Elles sont assez communes avec une industrie qui est pour le coup beaucoup plus mature en robotique, qui est l'automobile. Pourquoi? Parce que on a certains avantages, hein, on est tout le temps à la prise d'intempéries, il ne faut jamais sous serre. Et on a un workspace qui va être extrêmement défini. Voilà, on ne va pas être dans l'espace large, c'est-à-dire que systématiquement, l'espace du robot est défini par les murs de la serre. Ça, c'est les gros avantages qui en bénéficient. En revanche, on va avoir énormément de contraintes. Le moment se résume avec une très très grande variabilité des stress. On va avoir des fortes variations de température, parce que sous serre, ça peut être en négatif jusqu'à 45, 50 degrés. Hein, en fait. Donc ça, votre techno a besoin de pouvoir résister à ça. Une très 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 forte humidité, à la fois parce que la serre fait son effet de serre, parce que le sol dégage l'humidité, parce qu'on arrose beaucoup, on irrigue, et puis parce que les plantes, finalement, ça reste des gros réservoirs d'eau verts. Vraiment, une plante comme nous sont gorgées d'eau. Et donc tout ça crée un univers extrêmement humide tout au long de l'année, sauf en hiver où ça va devenir extrêmement sec. Parce que l'hiver, les cultures sont quasiment mises à l'arrêt, on irrigue très peu, donc on va avoir aussi très forte échelle. Énormément de poussière flagrante, bien sûr, on continue tout le temps, parce que c'est de la terre, hein. Et avec pas beaucoup de vent pour brasser tout ça, donc il y a énormément de la terre. Et une communication sans fil est extrêmement compliquée et probablement un des plus gros enjeux aujourd'hui. Globalement, le CR, c'est un peu une cage de Faraday, hein, il y a énormément de problématiques, il y a plein de métal partout et énormément d'eau, à la fois dans l'air et à la fois sur les plantes et à la fois dans les tuyaux.
ce qui complique énormément la communication sur fil, notamment en Wi-Fi, c'est la technologie sur laquelle on est parti initialement, enfin, pour l'instant en tout cas. Comme notre robot se déplace avec le en fil, et donc, on a des gros challenges pour assurer une connectique Wi-Fi stable qui fonctionne correctement, sachant que voilà, tous les sujets de changement d'AP en Wi-Fi, aujourd'hui, ce sont des données qui ne sont pas hyper matures sur des composants industriels qui savent résister à nos stress, à toutes nos contraintes. Deuxième gros enjeu, c'est que on est dans un environnement mouvant. Contrairement à une usine, qui est fixe, qui ne bouge pas, dans une serre, absolument tout bouge. Le sol bouge tout le temps. Et la terre bouge, elle est récoltée, captée, nivelée, occupée. Donc le niveau du sol bouge tout le temps. La serre bouge tout le temps. Elle peut avoir arrêté jusqu'à 4 à 5 cm avec le vent. C'est un bâtiment qui est assez flexible. Les plantes changent tout le temps de taille, d'apparence, de masse, etc. Tout le temps. Parce que un sujet que je n'ai pas donné en introduction, c'est qu'on cultive plus de 30 légumes différents. C'est ça la base de notre introduction. Vous allez avoir des tomates qui montent à 4 mètres de haut et des radis à 6 mètres. Et chaque endroit de la terre, on peut avoir tous les types de légumes cultivés. Et le métal se dilate. Et pour rajouter un petit peu plus de complexité à ça, on a plusieurs types de métal, puisque globalement, pour résumer, la serre est en acier, le robot est en alu, avec des coefficients de dilatation totalement différents, et qui sont démultipliés par les changements de température, d'humidité, que vous savez. Voilà. Et ensuite, on rajoute nos contraintes spécifiques à notre solution, qui doit répondre, qui doit quand même apporter des solutions. Hein. Et donc, on doit avoir besoin d'avoir un changement d'outil automatique dans un référentiel qui va être grand. Parce que les outils sont fixés, comme il y a sur un rack, évidemment ce rack n'est jamais vraiment tout le temps le même endroit. On a besoin d'aplanir le sol de façon automatisée parce que le robot est un robot portique et il a besoin d'avoir un rapport au sol assez constant et stable. Hein. Il ne peut pas s'adapter trop comme un tracteur qui doit avoir une roue et s'adapter au sol, mais il ne peut pas. Voilà, un robot sans fil, je vais expliquer, parce que comme il se déplace partout, il n'est pas filaire. Et il va falloir synchroniser le robot avec tous ses outils, qu'il sache exactement où il est, quand, de quoi il est équipé. Donc, toutes ces contraintes-là voilà, sont des contraintes qui sont inhérentes à l'environnement, mais aussi à notre solution. Et alors, je vais donner deux exemples sur deux contraintes qu'on a réussi à lever. Mais qui finalement, c'est ça que je vais m'intéresser c'est que on l'a abordé via une approche la plus low-tech possible. Pourquoi? À cause de toutes ces contraintes que j'ai données juste avant. Enfin, l'humidité, vous allez avoir votre caméra, elle va marcher à 20%. Elle va tout le temps être embuée. On fait des tests avec plein de fournisseurs. Il y en a qui ont essayé avec le gaz sur les caméras. On a un enjeu qui est beaucoup plus contraint que juste avoir une caméra d'extérieur et que gérer les intempéries. Voilà, donc on va avoir un sujet de notre robot, il est assez low-tech dans sa manière de communiquer avec l'extérieur. Globalement, il est aveugle, il n'a aucun capteur de vision, il n'entend rien, et il a quelques capteurs de sensibilité, mais qui sont des capteurs de sécurité. Donc, globalement, on a fait un capteur aveugle, on a abordé ce sujet-là comme un aveugle finalement, pour qu'il puisse mécaniquement se retrouver dans son espace pour savoir exactement où il est, en allant au demi-millimètre près de précis. Alors, pour revenir sur le besoin, le changement d'équipement, c'est ça qui est clé. Quand vous voulez baisser la pénibilité, faire gagner du temps. Si vous avez un robot qui fait les choses tout seul, mais finalement vous mettez 2 fois plus de temps à l'équiper, des équiper, le temps que vous voyez avec la tâche, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est très important que ce robot puisse s'équiper tout seul. Enfin, deuxième besoin, il fallait que ça réponde à notre problématique de diversification. Donc, vous avez 30 légumes différents, vous avez plein d'outils différents pour les cultiver, pour répondre à ça. Donc, il doit pouvoir changer d'outil automatiquement. Avec un rack à outils blanc, là, comme on disait tout à l'heure, qui bouge, sur un seul qui bouge, un robot suspendu à une serre qui bouge, et un robot guidé dans des rails qui se dilatent. Voilà. Ces trois contraintes-là, on a dû aborder sans véritablement capteur automatique. Donc, vous pouvez avoir une approche utile. Hein. Vous mettez une caméra, un social et du compute, et puis le robot il a sa caméra, il va scaler, il va trouver son QR code et il va scaler. Mais ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que
votre étiquette, elle va se salir, elle va décoller, elle va s'écorner, et puis vous allez avoir des bugs cinématiques. Et puis votre caméra, elle va se tuer, elle va se casser, voilà. Elle va se salir, elle va s'embuer, elle va y avoir de l'eau, plus de la poussière, elle va se passer. Donc finalement, ça marche s'il ne fait pas trop chaud. Si la luminosité est toujours, c'est vrai que j'ai pas parlé de luminosité, mais la luminosité est décuplée sous serre. Hein. Voilà, pas de concession, pas de poussière, et en plus, ça coûte très cher. À l'achat, à l'installation, à l'entretien, au remplacement. Parce qu'on a aussi une logique d'exigence économique hein, sur ce sujet. L'agriculture, je ne l'apprends personne, il n'y a pas d'argent. Il y a très peu d'argent dans l'agriculture. Et donc, il faut réussir à avoir une approche qui soit économique pour ne pas reproduire tout ce que l'industrie agricole a fait depuis toujours, c'est-à-dire que les seuls qui gagnent de l'argent, c'est les vendeurs de tracteurs, les appelés vendeurs de plaine. Mais voilà, comme on l'a vu vers l'heure, c'est que les vendeurs de plaine qui gagnent leur vie. Et donc là, c'est pareil aujourd'hui dans l'agriculture. Il faut absolument avoir une approche qui soit innovante, extrêmement de rupture, mais qui pas des millions. Sinon, ça va pas. Et donc, comment est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a fait un tag RFID, des palpeurs, je vais vous montrer une vidéo juste après, avec des potentiomètres et avec des pièces de référence. Donc oui, c'est une approche qui du coup est très mécanique. Moi j'aime bien la voir, c'est un peu comme un aveugle avec sa canne. Voilà, il va vérifier qu'il a bien son point dans le centre, le deuxième point dans l'autre. Et sur ces trois axes X, Y, Z, il va aller scaler impeccable, il va aller chercher des comme ça. Ça marche, mais alors sous condition. Il faut que la transformation de l'outil et son tête ne varie pas beaucoup, que l'amplitude de déformation de la serre n'excède pas quelques centimètres. Et ce qu'on voit, c'est que ça peut aller jusqu'à 4 à 5 centimètres pour la déformation avec le vent, tous les sujets de dilatation qu'il peut y avoir en même temps. La caractéristique des potentiomètres change de façon modérée avec l'amplitude thermique. Finalement, ces potentiomètres sont assez peu sensibles à variation de température, c'est ce qu'on va avoir. Et finalement, c'est très robuste, pas cher. Aujourd'hui, avec 5 ans d'expérience, on n'a pas eu à la remplacer, on n'a aucune perte d'efficacité ou de réglage comme ce soit. Alors, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, la vidéo est un tout petit peu accélérée, mais vous allez bien vous rendre compte. Voilà, vous voyez, vous avez 5 là, ici, avec une approche où on va avoir 3 palpeurs, les 3 axes, X, Y, Z. Et donc, vous avez un point, et ensuite, le robot va venir se déséquiper. Et relisser l'outil. Si vous voulez, vous avez cette petite plaque en acier qui permet de garder un repère, qui, elle, ne va jamais changer, ne va jamais bouger par rapport à la position de l'outil. Là, c'est pas à Toulouse, c'est un robot. C'est pas un robot, oui. Exactement. Tu as vu le robot? Un robot Finalement, on a testé plein de différentes solutions et c'est le plus robuste et qui fonctionne extrêmement bien depuis 5 ans sur le site. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de tests qu'on va avoir sur les dimensions muées, ils vont avoir plutôt pas mal comme ça avec Ouais, c'est comme si on avait des grands hangars. Donc, finalement, c'est la solution pragmatique qu'on a eue. Et ce qui est là, c'est que le mec qui a du temps. Et tu fais pas les chambres. Et il y a quand même des détecteurs de sol, des choses comme non, ça. alors, justement, c'est le truc, c'est éternel. Les capteurs de sol, eux, on fait plein de tests. Comment ça, les LIDAR, etc. Ça ne fonctionne pas bien sous serre. Mais vous avez au moins la pression. Vous savez quand vous touchez. La pression. D'accord. Voilà, donc on garde la pression, mais surtout, finalement, le robot, il a une c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire que, parce que les enjeux qu'on a parlé auxquels on a parlé plus, les enjeux de sécurité. Aujourd'hui, le robot, il n'est pas suffisamment autonome par rapport à ce qu'on aimerait. Aujourd'hui, il est toujours monitoré. Donc, il y a toujours le maraîcher, ou en tout cas, l'école de robot qui son accès à la tablette. Il y a une interface conversationnelle sur la tablette pour piloter le robot. On nous demande quelques informations. Typiquement, je vous montrer une vidéo après, pour qu'il puisse se déplacer, à partir du moment où il n'y a pas de capteur de caméra, il faut que la voie soit libre. Et ça, le robot, il en a aucune idée. Voilà, c'est la problématique d'un robot aveugle. Donc ça, c'est une problématique de sécurité. Aujourd'hui, elle est gérée que par le gardien. Je ne sais pas si vous avez une coupure de mouvement. Alors, le robot s'arrête, on a un système de routing où il reprend la tâche là où il l'avait dit. Uniquement, tu veux dire, mais long terme? Je ne sais pas. Oui, enfin, le robot fonctionne. Alors,
Pour aller en plus dans le détail. Le robot est totalement autonome en termes de connectivité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir Internet qui fonctionne. Et on a un réseau local qui permet de le gérer, même si c'est connecté pour avoir de la configuration centrale et les mises à jour. Le robot fonctionne sur Internet. Alors moi, j'ai besoin d'électricité, bien sûr, mais il consomme très très peu. Un robot qui peut gérer donc, 2 hectares de culture, ça consomme, c'est du cacaver, ça consomme l'équivalent d'un ménage qui vit dans 100 mètres carrés avec des enfants. Alors, ça consomme très peu, c'est 2 moteurs électriques. Il n'y a pas beaucoup de puissance parce qu'on ne travaille pas les horizons profonds du sol. Donc, il déplace, voilà, on a une rapidité, ou un rapport rapidité sécurité à bien aborder. Donc, plus on aura de capteurs, plus on arrivera à rapide. Aujourd'hui, on a fixé sa rapidité de déplacement pour qu'un maraîcher équipé d'une brouette puisse se dégager si l'on doit arriver. Voilà, il ne se fasse pas rattraper. Donc, il avance très peu, je trouve que c'est 1 mètre par seconde. Donc voilà. Que l'électrique, ouais. 100% électrique. Parce que finalement, voilà, la puissance demandée n'est pas vraiment pas énorme. Au début, on a quand même des besoins de ce qu'on appelle le décompactage. Le décompactage, c'est quoi? C'est que là, c'est assez profond, il y a 40 cm du sol, il ne retourne pas le sol, il fait que le fissurer pour aider le sol à respirer, aider les racines à structurer le sol. On fissure juste le sol sans totalement le toucher, donc ça va un peu de puissance. Au début, on avait prévu de le faire via le robot. En fait, on se rend compte que c'est très très rarement, bien 2 fois par an. Et donc, dimensionner tout le robot par rapport à cette achat, ça n'a pas de sens. Donc, ça, c'est les choses qu'on fait régulièrement avec un tracteur. Mais en revanche, c'est une bonne introduction sur le deuxième challenge qu'on a résolu, c'est que avec cette pénurie de capteurs et de potentiel de pouvoir récupérer de la donnée facilement, en tout cas à notre état de maturité, on lui a donné une mémoire, c'est qu'il retient tout. Et globalement, il va retenir la hauteur du sol. Pour vous donner un peu une idée, quand vous avez une planche pour cultiver, au départ, vous nettoyez la culture d'avant. Ensuite, vous passez un outil qui s'appelle un microculteur qui va broyer les restes de culture pour les remettre dans le sol, pour remettre de la matière organique. Et puis, pour créer ce qu'on appelle un nid de semence, c'est-à-dire casser les petites blocs de terre qui sont créées pendant la culture d'avant pour avoir vraiment de la farine. Et ensuite, vous allez niveler. Vous allez niveler pour mettre le sol à la bonne hauteur. Et ensuite, vous allez tasser, c'est la vidéo qu'on a juste avant avec ce rouleau noir et rouge. Vous allez tasser le sol pour bien qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur, pour que la semence ne bouille pas et pousse plus vite. Et ce rouleau tasseur, il va donner la donnée, il va envoyer la donnée au robot en mémoire de la hauteur de la planche. Parce qu'une fois qu'on a tassé, la hauteur ne bouge plus pendant toute la culture. Donc finalement, on n'a pas besoin d'avoir un lidar, des radars, des lasers. De toute façon, sur des sols très denses comme ça, en humus, pas du tout, voilà, on a besoin de précision à ce niveau-là aussi. On n'a rien qui fonctionne bien, soit pas perturbé par tous des enjeux, etc. Donc finalement, on donne sa mémoire, il la retient, ça fonctionne extrêmement bien. Et donc c'est une bonne transition sur le challenge là, c'est voilà, le plus gros enjeu en agroécologie en bio, c'est le désherbage. Voilà, c'est tous ces enjeux de dosage, en agriculture, c'est le désherbage la grosse problématique. Pour faire simple, pour ceux qui sont en bénéfice, plus vous avez de mauvaises herbes, plus vous avez de concurrence. Et donc, c'est la mauvaise herbe qui va prendre les nutriments et pas votre blé ou votre tomate. Donc, vous allez avoir des tomates malades. Donc, c'est le désherbage, c'est le plus important. Et c'est aussi de très loin le plus pénible. Et le plus ingrat. Parce que c'est un travail qui est long, fastidieux, très physique. Et vous allez passer 8 heures à tout désherber, 3 jours après, ça revient. C'est infernal, le désherbage. C'est pour ça que toute l'agrochimie, c'est tourné autour du désherbage sélectif. Maintenant, vous pouvez lancer du produit comme des dingues sur votre blé, ça va laisser le blé tranquille, ça va tuer quelque part. Et donc, le désherbage en agriculture, il s'est concentré énormément sur le désherbage sur notre niveau, parce que c'est ça un peu le challenge, la clé du succès de cette technique. Et donc, l'approche intuitive aurait été, OK, on va mettre une caméra, un processeur, on va faire du deep learning, qui va aller, qui va détecter automatiquement la mauvaise onde de la bonne distance en fonction de sa maturité, etc. Et après, on va arracher tout ce qu'il faut. Bon, mais voilà, ça, c'est ce qu'on aimerait. Je passe sur tous les milliards de challenges. De toute façon, c'est des solutions qui fonctionnent très mal aujourd'hui. Ça fonctionne dans certains cas en monoculture quand on doit remettre toujours la même. Sinon, on a 25 différentes avec toujours des mauvaises herbes différentes sur des cultures, pas le même écartement, pas la même manière de semer et tout.
super compliqué. Et puis on l'a voir comment ça fonctionne bien. Donc, on a fait encore une fois une approche de tech. C'est le robot qui a semé ou planté. Voilà. Et donc, il sait très bien où est-ce qu'il a semé ou planté. Donc, encore une fois, le semoir à la monteuse, on leur donne une mémoire, ils envoient l'info, on garde ça en mémoire dans le software. Et donc, le robot se souvient exactement de l'endroit où il a posé soit sa graine, soit ce qu'on appelle un plan. On a du minimum. Pour faire simple, hein, il y a des légumes qu'on sème avec des graines, d'autres qu'on sème qui sont déjà poussés en plan. Voilà. C'est deux façons de planter. L'application de conduite des cultures va connaître la sensibilité des plantes à différents stades de développement. C'est à peu près, en fonction du moment où on l'a planté, en fonction de ce qu'on appelle les degrés jours, c'est le climat, les degrés jours, c'est la somme des degrés qu'on a par jour. Chaque plante a besoin d'une certaine somme de degrés jours pour aller à maturité. Donc, comme pour le coup, on a plein de capteurs climatiques, qui fonctionnent très bien, hein, hygrométrie, température, humidité, enfin, tout ça, on arrive à savoir à peu près, théoriquement, où en sont les plantes. Il y a toujours un check visuel manuel, et donc le robot déjà il a une configuration, on va dire très standard. On lui demande de désherber, il sait à peu près qu'il a semé ici et que vu la maturité de la plante, il doit se décaler de quelques centimètres sur la droite pour désherber entre les rangs. Ensuite, il y a bien l'interface conversationnelle. Le robot demande confirmation. Le moment, est-ce que je suis bien planté? Et ensuite, l'application dit non, décale-toi de 1 cm à droite, 1 cm à gauche, ça c'est le maraîcher qui fait. Et ensuite, le robot va faire son désherbage. C'est génial parce que ça demande aucun effort, extrêmement rapide. Ça permet de désherber de manière extrêmement régulière, rapide et pouvoir avoir une très belle efficacité, des très hauts rendements sans utiliser le moindre produit de phytosanitaire. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Je vais vraiment chez. Ouais. Voilà. Vous voyez, c'est un outil assez simple, avec une dent bineuse ici, un détecteur de vent qui va écarter les feuilles quand on a une nature, et qui va passer tranquillement le long du Pythagoras et se gérer le long du rang, et ensuite il va repartir tranquillement. Voilà, donc là vous avez une version un peu moins rapide, qui est à vitesse normale, et donc voilà, on voit que il va tout doucement, il se cale juste entre les rangs, il se souvient juste de la distance, enfin, du pattern de plantation. Il va décaler le bout à bout tranquillement parce que la lame est à 3 cm. Et voilà, vous voyez les réalités à gauche, avant le désherbage, après le désherbage. Ça, il peut le faire tous les jours. On ne peut pas encore le faire la nuit, pas encore le faire complètement tout seul. Ça, c'est des choses. Alors, voilà, ici, vous avez un autre exemple d'un autre outil. Voilà, c'est la planteuse. Donc là, on plante des salades. Globalement, cette tâche-là, normalement, vous la faites à genoux, cassée en deux, vous avez des petits programmes en ligne. C'est-à-dire que là, vous plantez, vous faites 200 salades pour 5 minutes, normalement, il faut 1h30. Et voilà. Ici, je vous donne voilà, on a un exemple un peu accéléré du travail que peut faire la planteuse et qui débite, ce qu'on appelle nous, le débit de chantier qu'on est capable de faire. Ça, c'est un outil en cobotique. Hein. Le maraîcher suit le robot, va alimenter le robot en plan, ça, il va le faire tout seul. Et vérifier aussi que ça se passe bien, parce que voilà, ça sera et voilà, et ensuite il va aller enchaîner toutes ces planches. D'où l'enjeu de la planification, c'est extrêmement important pour pouvoir démultiplier l'impact du robot et ne soit pas tout le temps sur l'outil, parce qu'un de nos enjeux, c'est de maximiser le temps d'utilisation du robot. Voilà, donc là on voit bien le robot portique avec voilà, son chariot porte-outil, il peut donc se déplacer au sein d'un jardin, au sein d'une portique de 9 mètres. Et ensuite, il peut se translater via finalement un deuxième robot, lifter, qui sert à se déplacer le long de la scène. Voilà, globalement, c'est longtemps. Mais voilà. Alors, dans la configuration, c'est deux, parce que j'ai pas assez de support. Globalement, il y a un portique de 9 mètres sur lequel est équipé un chariot porte-outil. Le chariot porte-outil peut se déplacer sur les 9 mètres du portique. Et ensuite, chaque jardin est classé avec équipé de rails. Donc, quand on dit un jardin, c'est une partie classée. Okay. Et donc, et ensuite, il y a un robot lifter qui vient translater ce chariot sur l'allée centrale pour nous caler dans le jardin. Le face du chariot. Exactement, c'est le portique qui vient se bloquer sur le lifter, qui va lui permettre de se mettre en face du bon jardin. Ensuite, le robot portique va sortir du lifter, va se mettre dans le jardin et ensuite il va faire les alertes. Et au sein du portique, le chariot peut se déplacer dans le jardin.
Il y a un robot qui dépasse le deuxième robot. Exactement. Voilà, on a deux robots finalement. Et donc, pour revenir sur nos enjeux de compétitivité tout à l'heure, un de nos énormes challenges, c'est que ces deux robots aient le même degré de connectivité en même temps. Parce que, globalement, quand on est taille, on a un gros problématique de changement d'AP Wi-Fi. Hein. Aujourd'hui, le côté merge, on a chez nous, là, où tous nos iPhones, nos trucs, nos téléphones, ils arrivent à switcher d'une borne à l'autre automatiquement. Voilà. Ça va très très mal sur les technologies qu'on a, nous, qu'on a utilisées, sur lesquelles on fait le robot. Donc, on veut 4 GHz, c'est pas très optimal. Et donc, on a souvent le problématique où il y a le routeur qui va faire la capacité Wi-Fi, qui ne va pas être sur le même AP, on a un décalage de données de transmission et donc le robot se met en arrêt. Pourquoi? Parce que, pour vous compreniez bien, en termes de sécurité, et après je fais un paragraphe sur la sécurité, on ne peut pas se permettre que le portique robot et le lifter ne se parlent plus. Et ne se situent, quand ils se parlent plus, à coup où ils sont situés, parce que sinon on aurait un risque que le robot continue, sort du jardin et tombe. Parce qu'il va se dire, ah bah tiens, mon lifter est en bas, que vous êtes dessus, en fait. Donc, on a une sécurité qui fait qu'à partir du moment où ils ne se parlent plus, ça arrive en sécurité. Donc, aujourd'hui, on a encore des petites problématiques de, parfois, ils se déplacent de manière différente, ils ne vont pas prendre le même AP, et puis il y en a un qui va se foirer, et puis ça se prend bien. Donc, ça, on a une vraie grosse problématique là-dessus. L'énergie, elle est classique, enfin, elle est filaire. Oui, alors, La puissance. l'énergie, ça passe par des conducteurs électriques en cuivre, avec des à l'intérieur des rails. Avec des charbons, c'est le robot s'alimente à sa valeur. On peut pas faire de CPL ou de choses comme ça, du coup. Non. En fait, on avait pensé à ça, que toute la donnée passe par ce fameux rail. En fait, il y a beaucoup trop de bruit et que ça ne fonctionnait pas. Donc, on a été un petit peu trop optimiste au début. Du coup, on est parti sur un sujet Wi-Fi avec toutes les problématiques, parce que c'est assez peu compatible finalement à la longueur du serre. On y arrive, avec des scripts qui forcent systématiquement le robot et le conducteur à changer en fonction de là où ils sont dans la terre, d'AP pour être tout le temps sur la même AP. Voilà. C'est un peu un contournement, mais qui est quand même pas optimal. Et globalement, pour donner un peu de perspective, aujourd'hui, on a un démonstrateur de 20 000 hectares. Le robot est totalement sous-employé, hein, puisqu'il y a un robot de faire 3 hectares. Et donc, l'année prochaine, on construit notre premier vraiment grand site industriel, qui sera 12 hectares de serre, voilà, sur lequel on aura entre 6 et 8 robots. Et là, pour poser ce problème de connectique, hein, c'est très simple, on pourrait faire. Donc, on a une antenne 5G privée et du coup, on n'a qu'un seul AP, un seul émetteur, il n'y a plus de problématique de changement, et on est encore en mode de test. Non, il n'y a pas besoin parce que, pour l'instant, parce qu'on n'a pas de caméra. Et à partir du moment où on va mettre des caméras, parce qu'on va finir par en mettre, là, on va commencer à avoir besoin d'équipes. Et donc, d'ailleurs, c'est une bonne transition sur mais bon, ça c'est les leçons, mais on en a déjà parlé. Globalement, le grand challenge qu'on n'a pas encore résolu, c'est la sécurité et l'autonomie du robot. Ces deux sujets-là sont très liés. Le robot est toujours monitoré par l'humain. Alors oui, ça fait baisser la charge de travail, l'activité, parce que garder dans tout œil, ça va. Mais on ne peut pas travailler la nuit, on ne peut pas faire bosser plusieurs robots en même temps qu'une personne. Alors c'est ça la finalité dans le. Et donc sur les sujets d'automatisation, on a deux grands chantiers. Un, la sécurité. Et donc ça, on va s'inspirer de choses qui existent déjà. Il y a les fameuses portes virtuelles, enfin les murs virtuels, là, la réserve qui s'arrête. Là, on fait beaucoup de tests de caméras. Beaucoup de caméras ont un peu évolué, puis là, on fait juste de la reconnaissance d'obstacles. Et c'est pareil, c'est des nouveaux challenges, reconnaissance d'obstacles. L'exemple le plus connu et le plus facile à comprendre, c'est qu'il y a des tracteurs autonomes qui sont sur le monde agricole. C'est John Deere, il y a des tracteurs autonomes, il y a des détecteurs d'obstacles, il y a des détecteurs d'obstacles sur le champ. Ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce qu'il détectait des oiseaux. Et il avait du mal à comprendre qu'un oiseau, en fait, c'est son vol et c'est pas vraiment un obstacle. Donc, nous, on a tous ces sujets-là une plante. Est-ce que c'est un obstacle? Non, parce que ça bouge, je crois. Mais comment différencier une plante d'une boîte sur sa densité? Voilà. Donc, il y a énormément de challenges là-dessus, mais voilà, parce que plus on va vouloir le rendre autonome, il va falloir renforcer la sécurité. Et plus on va renforcer la sécurité de manière un peu pragmatique, baisser l'autonomie, parce que ça reste une limite. Donc, je ne sais pas.
On a des enjeux aussi de travail. L'approche la plus facile qu'on va avoir, c'est de pouvoir gérer plusieurs robots en même temps. Ça va être une approche avec des caméras, c'est petit. On aura pour un pilotage centralisé dans une quête. Où il y aura suffisamment de vision pour pouvoir anticiper tous les dangers, les voir et mettre en robot en arrêt. Donc ça, c'est le sujet sur lequel on planche. Voilà, pour finir, tout doit être flexible chez nous, ultra robuste. Voilà. On s'est beaucoup inspiré de ce qu'on appelle le bon sens paysan dans la design tech. Bon, voilà, un environnement extrêmement compliqué. L'électronique souffre énormément dans notre cercle. Et donc finalement, c'est le tech qui fait tech. C'est vraiment la conclusion qu'on a eue. On a eu cette approche-là aussi contrainte par des électroniques au démarrage. Et finalement, c'est un peu notre marque de fabrique aujourd'hui. Et on va rester le plus accroché possible à ça. Parce que c'est plus résilient, c'est plus facile à réparer. C'est plus facile à entretenir, ça dure plus longtemps. Il y a moins d'aléas. Et finalement, plus on est au tech, moins on est exposé à la chose. Ça, sur nos sujets, l'agriculture, c'est un temps long. Nos fermes, on construit sur 20 ans. La rentabilité, elle est basée sur le fait que ce soit le même outil qui soit utilisé sur 20 ans. Il faut qu'il soit résilient, maintenable, facile à entretenir, et qu'on n'ait pas à se dire, merde, cette technique ne fonctionne pas. On a quand même un peu d'informatique et tout, donc on est quand même soumis à des agents de logiciels et tout, le sujet ROS que j'ai abordé là, voilà, les missions Linux, mais finalement, on essaie de le réduire au maximum. Voilà, Voilà. je vous laissais parler, enfin, je vous laissais parler tant que. Oui, it's good. Je viens en fait, Tant qu'il s'installe, si vous avez des questions. Oui. Alors, si tu peux parler fort, mais puis tu pourras commenter pendant ta présentation aussi. Ok. Et c'est très complémentaire en fait à ce que vous faites. En fait, j'ai juste une question de compréhension parce que en fait, vous avez dit que le robot il sait ce qu'il a monté. Ouais. Et comment il sait, parce qu'il n'y a pas de GPS, parce qu'il est lancé dans Absolument. c'est comment il fait pour se repérer et dire donc je reprendrai c'est en effet comment il fait pour se positionner. Je veux pas continuer pour la partie sécurité, on va en discuter parce que nous on a des activités de recherche, on a des personnes spécialisées dans la sécurité. Tu peux parler plus fort. La sécurité des robots. Merci. L'automatisation, tu as dit le challenge pour la sécurité, j'ai pas retenu le challenge pour l'automatisation. Et tu as peut-être. En fait, globalement, c'est l'autonomie, c'est le fait qu'il y a un enjeu de sécurité. J'ai de monitorer pour être sûr qu'il ne fait pas de mal à personne et qu'il ne se casse pas. C'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est ce qu'on appelle l'autonomisation. C'est de dire qu'aujourd'hui, il a encore besoin de demander confirmation pour vérifier qu'il est à la bonne hauteur, qu'il est à la bonne espacement de la plante, etc. Et ça, on travaille pour qu'il y ait moins de besoin de confirmation possible. Aujourd'hui, 70% des confirmations que le robot demande, c'est pour des enjeux de sécurité. Finalement, quand on aura résolu ce problème-là, il sera à 70% autonome. On a encore beaucoup de tâches. Je ne parle pas des tâches cognitives, de toute façon. C'est prochaine génération des herbages. Voilà, les herbages, on a encore pas suffisamment serein sur le fait qu'il puisse tout seul préserver, parce que s'il se trompe, non seulement il n'a pas bien préservé, mais surtout il a défoncé la capture. C'est un peu tel. Donc voilà, notre étape intermédiaire, c'est de lui donner suffisamment de vision des yeux pour qu'on puisse être monitoré, c'est qu'il ne soit pas complètement autonome et que ce n'est pas une personne à robot, c'est surtout une personne 3 ou 4 robots qui puisse le gérer. Tout ce que tu as présenté, c'est du travail conventionnel, bande. En fait, tu as des bandes, tu récupères des bandes. Donc en fait, c'est un fait conventionnel, et peut-être finalement, de conduite charge sous serre. Ma question, c'est si jamais on veut aller vers plus d'agroécologie, pour mixer les cultures,
Et en gros, on va essayer de travailler là-dessus sur ce qu'on appelle le pixel technique. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler en bande, en fait, tu travailles par paquet. Ouais, en cercle. En cercle, pas forcément en cercle, mais tu peux avoir des petits carrés. Ou pire, c'est que en fait, ton pixel, c'est ta plante. Donc, c'est-à-dire que tu mélanges tout. Et dans ces cas-là, si tu veux évoluer en plus, parce que ça, c'est le système le plus algorithmique qui existe, ben, du coup, comment vous adaptez votre système? Alors, c'est une bonne question. Nous, la manière dont on aborde l'agroécologie, c'est la mixité. On fait, c'est des planches permanentes de 80 cm. C'est très petit, avec des pastilles de 20 cm de chaque côté qui ne sont jamais cultivées. Et donc, le mixité, elle se fait en 80 cm. C'est des bandes de 25 mètres, 80 cm de large. Donc, sur chaque jardin, on va avoir 5 planches différentes, ou 6, ça dépend. Et au sein des planches, on peut faire 2 cultures. Souvent, on fait radis carottes, et pas mal de cultures associées, avec des cultures sur la même planche. Parce que le robot, il a une précision, donc dans l'absolu au demi-millimètre, mais c'est au demi-centimètre en termes de petite culture. Et donc au demi-centimètre, sur les 3 axes, un peu plus Z. Donc ça nous permet, par exemple, pour donner un exemple, de pouvoir semer carottes et radis en même temps. La carotte, on la sème à 2,3 cm de profondeur, le radis à 1,2. Et donc, par exemple, le radis pousse vers le ciel, la carotte vers le sol. La carotte met 3 fois plus de temps à pousser. Et donc, le radis pousse très vite vers le haut. Donc, au moment où il est récolté, si tout se passe bien, c'est au moment où la fan de la carotte a besoin de sortir. Et donc, le radis a pris de la place et donc a empêché que la planche se salisse avec des mauvaises herbes. On récolte le radis, la carotte monte dessus, et donc on raccourcit dans les cultures, donc on associe aussi les cultures. Voilà, donc ça permet d'augmenter les rendements et d'augmenter le mix au mètre carré, au centimètre carré. Voilà. On fait beaucoup d'associations de cultures, mais on reste sur des sujets de verticalité, de bandes. Ouais, c'est des planches avec des petites bandes à l'intérieur, on essaie de mixer maximum, mais on garde toujours cette verticalité. Et de toute façon, le robot en roboportique, du coup, il est conçu pour aller et venir. On pourrait imaginer que l'outil lui-même, il soit. Non. Oui, dans l'outil, on pourrait voilà. se translater dans tous les sens. Voilà, on n'est pas du tout encore. Non, alors pour le coup, on fonctionne vraiment toute notre techno est basée sur le principe du porte-outil. Porte-outil, mais qui peut se déplacer dans les 3 axes et de manière très précise. Et aujourd'hui, on fonctionne au pattern déjà. Donc, techniquement, le robot, il pourrait aujourd'hui, on peut faire planter en ligne, mais on pourrait imaginer qu'au début, on avait une pince. Le premier robot, c'était une pince qui venait prendre la note. Ça a été beaucoup mal. Et en fait, voilà. Et puis, on a aussi un enjeu de développement, et parce que bon, finalement, on est un peu au-delà de la recherche. Donc, il faut quand même qu'on puisse avoir un ratio économique qui fonctionne bien. Et on essaie de s'inspirer au maximum des outils. Pour les outils, on essaie de le moins les développer possible. On essaie de s'inspirer de ce qui existe déjà, concentrer plutôt sur. Et donc, le premier point, c'était sur la géolocalisation. Ce que je disais au début, l'avantage de la serre, c'est que c'est un espace fini, bordé, et donc il a son propre espace qu'on a mappé lui-même. Donc, il se mappe lui-même, il n'y a pas de GPS. Il sait exactement où il est dans son univers. C'est ce qui nous permet d'avoir un tour de précision pour le rat chaotique. Le rat chaotique est mappé, et c'est les pas de peur qui viennent compenser le fait que tout bouge. Normalement, il a son propre système de géolocalisation. Parce que le GPS, tout ça, ça pas du tout. Oui. Une question. Quelle est la programmation de votre phrase? Ouais. La question de la condition. Alors, profondeur, en fait, ça dépend de l'outil. Mais globalement, nous, dans notre méthode culturelle, on ne travaille pas à 5 cm de profondeur. C'est horizon supérieur au sol. L'outil qui va travailler le plus en profondeur, ça va être le microculteur, auquel on peut régler de 1 à 5 cm. C'est des toutes petites lames qui viennent de briser les petits poils. Voilà. Deuxième question, c'était. Oui, alors, le robot ne fait pas la récolte, se consacre uniquement sur les tâches qui sont universelles et pénibles. Parce que comme on a plein de légumes différents, la récolte, c'est ce qu'il y a de particulier sur un légume. Et donc, c'est nettoyage de la planche, préparation du sol, microcultage, nivelage, tassage, désherbage, semi-plantage.
Une fois que c'est régulièrement désherbé, il reste à la charge du maraîcher l'entretien de culture. Donc, on vérifie qu'elle n'a pas de maladies, on enlève les traits malades. Sur toutes les cultures dites palissées, les tomates, etc., il y a énormément de travail, des feuillages, on appelle ça l'égourmandage, pour ceux qui font des potagers. C'est-à-dire qu'on enlève on allège la plante, les mauvaises branches pour que toute sa force et sa sève aille sur les planches qui vont faire les fruits ou les légumes. Ça, c'est un travail qui fait très, très manuel. Voilà. Et l'amortissement, eh bien, nos sites aujourd'hui sont amortis en 7 ans. Voilà. Donc, globalement, oui, il y a des charges CAPEX. Il y a un investissement qui est assez conséquent, hein, parce que un robot, ça vaut environ 70 000 euros. Donc, un robot, c'est une portique. Aujourd'hui, on a un très gros enjeu sur les rails, parce que c'est de l'aluminium. Là, on est sur la V3, on passe sur une V4 aujourd'hui qui va être beaucoup plus allégée. Et donc, on réduit par 3 le taux de matière nécessaire pour nos rails. En particulier parce que, comme j'avais dit au début, on avait prévu que le robot puisse décompacter, pour avoir une très forte puissance. Aujourd'hui, beaucoup moins, on a réduit drastiquement ça. Et globalement, voilà, il y a quand même un truc CAPEX. 70 000 euros pour réduire par deux la main d'œuvre, c'est pas bon. Donc là, j'en profite. Ah, pardon. Il y avait encore une question. Pardon, ouais. C'est quoi, c'est l'odométrie? Comment est-ce que c'est lié en fait? Alors, c'est une très bonne question et je ne saurais pas. Donc la question, c'était, je répète parce que je pense qu'ils n'ont pas entendu. La question, c'était de savoir si c'était de l'odométrie pour détecter la position du robot. C'est ça? Et ouais, je ne sais pas mes compétences dessus. Je suis désolé. Et tu m'envoies un mail et on a je ferai appel au chef. Globalement, je sais qu'on est map software, je ne saurais pas te dire plus que ça. En fait, globalement, le robot n'évolue pas par rapport à ses rails. Justement, il y a des capteurs dans les rails, je pense que c'est le sens de ta question. Capteur de position, capteur de. Non, justement, c'est pardon. Ouais, c'est très bien. Déclaration crémaillère. Voilà. Désolé. Le robot? Alors, il y a un peu, mais il baisse de circuit. Ouais, mais tu sais, sur la Peu. En fait, quand on est vraiment en arrêt, etc., c'est possible. Il y a on peut déconnecter les moteurs, mais c'est bon, c'est le but de la question, c'est quoi? C'est juste au cas où. Justement, parce que si c'est du puits et qu'il est poussé à la main quand il est à l'arrêt, du coup, s'il a retenu sa position de base avant l'arrêt et qu'il recommence à fonctionner, mais dans le moment son ancienne position, ça peut être oui, alors, c'est un très bon point parce qu'on a ces problématiques-là, en fait, où on a une certaine inertie. Et donc, ça peut arriver parfois, on prend une coupure de courant, par exemple, coupure de courant net, le robot est élancé, il va avoir une inertie de quelques centimètres, hein, il ne s'arrête pas évidemment, donc ça peut aller jusqu'à 5 à 10 centimètres. Et donc, oui, on a une problématique de retrouver sa position initiale. Et donc là, il y a un script qui est là et qui essaie de le remettre sur la position sur laquelle il a perdu le jeu, et après, il arrive à se relocaliser. Et encore une fois, je suis super intéressant, je pensais que je devais. Jonathan, pour les questions pratiques, le repas est arrivé ou? D'accord. Parce que du coup, on peut peut-être continuer. Ouais. Allez, on parle d'écouter. Dans le cas, c'est une vie. S'il y a des problèmes de traversée de certaines des zones qui sont considérées en Angleterre, il faut bien le traverser parce que pas. Oui, en fait, c'est tout l'enjeu de ce capteur sur lesquels on est en train de travailler aujourd'hui, mais qui aujourd'hui, il n'y en a pas. Hein. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on sait qu'il y a certaines cultures à tel degré de maturité dans l'année par rapport à la date c'est plutôt une question de date. C'est-à-dire que le robot a compté des aubergines. L'aubergine, c'est très haut. Il sait qu'à partir de tel moment, il ne peut plus rentrer. Il ne peut plus aller là. C'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Et il y a toujours un bypass, l'opérateur peut forcer. Mais globalement, en fait, non, je vais remettre. Le meilleur exemple, c'est les tomates. Ça, si les tomates sous serre, c'est un monde à 4 mètres de haut. Le robot, il est à 2,4 typiquement, si le robot va dans un jardin qui est palissé, donc non seulement ta tomate a fait 4 mètres de haut, mais en plus, ça va accrocher un fil pour toi, ton robot, il arrive, il traque tout. Ça, typiquement, on sait que l'interdit des zones
de la serre au robot, en fonction du degré de fonction de ce qui est semé dedans, ce qui est cultivé. Moi, c'est très low-tech, c'est très mémoire, très bloqué. Pas désarmer les tomates. Exactement, voilà. Donc, on a un enjeu, c'est que là, les cultures palissées, on appelle ça palissées, les cultures qui grimpent, elles sont moins robotisées. Donc, nous, on a travaillé beaucoup sur la côté agro, du coup, planification, parce que c'est aussi, malheureusement, entre guillemets, une culture à plus forte valeur ajoutée. Les tomates, elles ont plus de marge, plus, elles ont mieux, voilà, oui, qui sont, qui peuvent pas être désherbés. Mais on peut faire tout le travail en amont. Et le désherbage, du coup, se fait un peu là. C'est peut-être un sujet qui est déjà été parlé, je suis pas au courant de tout ça, mais l'hydroculture, ça serait pas intéressant, justement, et plus facile à robotiser. Alors en fait, non, parce que ce que l'appelle c'est l'hydroponie, hein. Trop long. Ouais. En gros, l'aquaponie, c'est plutôt ça qui est avant l'aquaponie, c'est vous faites un élevage de poissons. Oui, par exemple. Il y a plusieurs types de poissons. Les poissons, bref, les éjections des poissons servent d'azote, de greffe en dedans. Voilà, c'est ça le sujet. Et alors, du coup, dans ces cas-là, fonctionnez que sur des packs qui flottent. Donc, c'est très compliqué à remplacer. Déjà, le pire, c'est que même une sol, c'est pas qu'il bouge un peu, c'est qu'il est mouvant en continu. Ton robot, voilà, il va avoir des complications. Et donc, toute cette culture-là, déjà, c'est pas bio. Ensuite, t'as moins de plastique aussi, t'as moins de désherbage, t'as moins de dispo. La salade, elle est déjà en train de. Donc, il y a plutôt des enjeux d'organisation de récolte. Du coup, tu as tout le temps le petit pot au même endroit. Donc, je pourrais imaginer un bras qui vient les récolter, qui va poser. Je pourrais imaginer ça. Je propose qu'on commence à manger et puis éventuellement comme ça on discute en mangeant.